présentation de toutsurlehockey.com. « 6 juin 2022, un mois, presque jour pour jour, avant le repêchage 2022. Oh Je suis yeah. avec Pascal dans le TSLH podcast aujourd'hui. On se fait un petit épisode, pas bonus, mais c'était pas tant prévu. On a décidé de faire ça à la dernière minute parce que ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas jasé ensemble des espoirs. Puis on a tellement de gros épisodes qui s'en viennent qu'on s'est dit, bon, on va en fournir un à nos auditeurs pendant qu'on prépare toutes nos choses pour le repêchage de cette année. Yep. D'ailleurs, par rapport à ça, petite mise au point avec ceux qui écoutent puis qui attendent notre contenu. Dans le fond, Simon Servant a sorti sa liste aujourd'hui, en date du 6 juin, sur Twitter. Donc, son fameux tableau Excel par excellence est sur Twitter présentement. Donc, vous pouvez aller le consulter. Vous pouvez poser des questions aussi sur son compte Twitter, il n'y a pas trop, mais les explications par rapport à son rang vont venir dans une vidéo sur sa chaîne YouTube à lui. Donc, allez vous abonner à la chaîne de Simon Servant sur YouTube. Vous allez avoir toutes les explications par rapport au rang. Sur notre chaîne YouTube, on a Seb Gagné qui a fourni son top 32 vidéo avec les explications également. Puis, son top 64 est disponible sur Twitter. Pascal et moi, on va faire de même dans les prochains jours, la prochaine semaine et demie à peu près. On va sortir notre top 32 en vidéo sur la chaîne YouTube. Pascal va y aller d'un top 64, si je ne me trompe pas, sur le site, Pascal. Oui, c'est vraiment ça. Exact. Donc, un top 64 pour Pascal à l'écrit qui va être disponible sur le site web. Moi, je vais y aller avec un top 50 avec 14 mentions honorables. Donc, vous pouvez en déduire que c'est un peu comme un top 64. Mais j'aime mieux y aller avec des explications béton pour un top 50. Ça, c'est pour nos listes. Par la suite, on va avoir plusieurs épisodes prévus pour le TSLH podcast. On va avoir un mock draft, assurément, qu'on va faire. On va avoir un War Room qu'il va falloir que je pratique ma diction par rapport à ce titre d'épisode-là. Un War Room. C'est quoi un War Room? C'est qu'on va essayer de faire, on va faire une liste top 32 avec tous les intervenants du TSLH Espoir. Puis c'est là qu'on va avoir des discussions assez chaudes, assez allumées, parce qu'on n'est pas tous à la même longueur d'onde. On a nos opinions par rapport à certains espoirs. Donc, on va essayer de dresser une liste en fonction de nos opinions. Ça va être des débats assez intéressants, je pense, pour les auditeurs du TSLH podcast. Oui. Donc, tout ça va être disponible sur notre chaîne YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Évidemment, on a le repêchage qui s'en vient. Il va y avoir une couverture par rapport à ça. On n'en sait pas plus encore, mais il va y avoir une couverture par rapport au draft. Donc, c'est pas mal ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines pour le TSLH Espoir. Le contenu, tous les profils, on continue à en publier sur le site de Tout sur le hockey. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi le contenu. Ça nous fait toujours plaisir de voir nos textes se promener. Puis on voit qu'il y a un engouement aussi là, par rapport au CH, évidemment. Mais tout ça pour dire que on parle beaucoup du premier choix depuis que le Canadien a gagné la loterie. On parle beaucoup de Shane Wright, on parle beaucoup de Slavkovski, on parle beaucoup de Cooley, on parle beaucoup de les meilleurs espoirs qui sont disponibles autour du premier choix. Nous, dans l'épisode qui s'en vient, on a décidé de parler de nos cibles pour le CH, mais pour le dernier choix de première ronde, donc le rang 26.
Il y a aussi le choix numéro 33 que le Canadien a. Puis, ils ont un choix un petit peu plus tard en deuxième ronde aussi. Donc, on pourra peut-être aborder aussi brièvement nos cibles pour ces choix-là. J'ai déjà écrit un texte là-dessus sur le site. Vous pouvez aller le consulter, mais on va garder un peu la même structure. Donc, on va parler de choix safe, de choix de joueurs qui pourraient descendre au repêchage, qui pourraient tomber sous la main du CH. Et pour finir, des coups de circuit, des joueurs qu'on pense que le CH pourrait viser la clôture avec ces sélections-là. Donc, c'est ce qu'on vous offre dans l'épisode présentement. Je ne sais pas si tu es prêt, mon Pascal, mais je vais te laisser la parole pour le ta première cible pour le CH pour le rang 26, parce que là, j'ai assez parlé. Fait que je te laisse y aller, Pascal, pour ta première cible au rang 26. Tu sais, selon moi, ce qui pourrait arriver pour faire un peu exploser le Centre Bell, c'est que les deux choix, 26 et 33, servent à monter dans le repêchage pour aller chercher un choix top 15. Je pense que c'est vraiment une option vraiment valide là, que l'équipe pourrait faire. Fait que, mes options coup de circuit, ben, ça va être ça. Ça va être de prendre deux choix pour aller en chercher. Je niaise un peu, là. Mais moi, mettons, dans le top 15, là, si le Canadien fait ça, qui est capable d'aller chercher quelque chose dans le top 15, j'irai avec le meilleur choix disponible. Oui, puis vu que le Canadien, parce que prévoir qui le Canadien pourrait prendre, ça prend une évaluation de ce qu'il faut chez le Canadien. Puis qu'est-ce qu'il faut chez le Canadien? Tout sauf un défenseur gaucher. Puis surtout du talent. C'est vraiment ça qu'il faut. Du centres, des ailiers, des défenseurs droitiers. Tout ça, moi, je le prendrais avec le Canadien si ça a du talent, ça c'est sûr et certain. C'est sûr, s'il y a un défenseur gaucher qui est de première paire potentielle, ça serait intéressant, mais il n'y en a pas vraiment dans ce repêchage-là, selon moi. Là, on n'est jamais à l'abri d'eux, là, mais bref. Fait que dans le top 15, c'est sûr que j'irais avec le meilleur choix disponible qui tombe en dehors du top 10. Moi, j'ai Casper qui est vraiment haut dans ma liste. Est-ce que Nazar pourrait tomber en bas du top 10? Ça pourrait très bien arriver. Sinon, ben, les Kerry Maki, tu sais, il y a du monde sur le net qui avait, je pense que c'est Marco D'Amico qui en avait parlé, là, d'échanger deux choix pour aller chercher, ou bien un joueur, peu importe, pour aller chercher le choix le plus haut pour aller chercher, mais je pense pas qu'il va tomber en dehors du top 10, fait que je pense qu'il faut vraiment mettre ça de côté là, dans ma tête, d'aller chercher ce joueur-là, parce qu'il est vraiment élite, selon moi. C'est un joueur potentiel top 3 dans une équipe, là. Un des meilleurs marqueurs du repêchage. Est-ce que Connor Geeky pourrait tomber en dehors du top 10? Ça m'étonnerait vu le profil du joueur. Peut-être dans nos listes, il va être un peu plus bas, peut-être. Je n'ai pas toutes vu les listes de tout le monde du TSLH Espoir, mais avec la fin de saison qu'il y a eu, il pourrait peut-être dropper. Mais dans un mock draft, dans un draft, avec le profil qu'il a, le talent, le niveau de responsabilité, le gabarit, ça m'étonnerait qu'une équipe comme les Flyers, les Flyers sont cinquièmes, peut-être pas les autres, là, mais une équipe comme Buffalo pourrait peut-être aller chercher au 9e rang. Là, fait que, moi, ce serait Casper. Casper Snuggerud, là, je serais vraiment content parce que les deux ont un style qui sied bien à la Ligue nationale de hockey et qui sied bien à toute la banque des Canadiens de Montréal. La banque d'espoir qui manque de grit un petit peu, manque de joueurs rugueux, comme dirait un certain Monsieur Servant. Papier sablé, mais tu sais, Casper, c'est pas un gars qui va. C'est pas un power forward, c'est plus un gars d'énergie comme Snuggerud aussi, mais c'est plus les impondérables qui amènent ça à la glace. Je crois que ça pourrait vraiment être des bonnes cibles pour le CH parce que je pense pas qu'ils vont dropper en dehors du top 20. Personnellement, je pense que ce serait vraiment étonnant parce qu'ils ont eu vraiment une bonne saison puis des bons showings sur l'international, mettons. Fait que, moi, coup de circuit, mettons, là, premier choix que je pourrais parler pour échanger, pour monter dans le repêchage, ce serait ces deux-là, Snuggerud et Casper. Toi? Ben, écoute, moi, j'ai pas pensé nécessairement à l'hypothèse que le CH pourrait monter son choix. Je sais que c'est une hypothèse qui a été discutée de long en large là, sur les différentes plateformes.
Pour ne pas le citer, mais je sais que Mathias Brunet en a fait un peu la promotion sur le 91-9. Au final, l'idée n'est pas mauvaise là, de vouloir monter le choix. Même que je pense que s'il y a une année que le CH pourrait peut-être user de cette stratégie-là, ça serait cette année. Fait que l'hypothèse que Mathias a comme surfé là-dessus pendant quelques jours, ça reste que c'est quand même explicable. Puis on vient de le faire. C'est explicable. Si tu vois un gars descendre, le CH a les munitions pour monter au repêchage pour aller le chercher. Là, la divergence d'opinion, c'est par rapport à qui on monte et qui on va aller sélectionner. Et ça, c'est sûr que ça dépend toujours de l'observateur. Mais si c'est pour un gars comme Casper, moi, je suis comme toi, là, Pascal. Je pense qu'on est deux gars qu'on aime beaucoup. Casper, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. On en a parlé au mid, on l'avait quand même assez haut. Moi, je pense que ça pourrait être une cible intéressante. Je pense aussi qu'on en avait glissé un mot dans les podcasts précédents, mais choisir un gars comme Shane Wright, qui est une valeur sûre, on s'entend au centre, après ça, tu peux cibler qui tu veux. Tu peux y aller, tu peux oser un coup de circuit, tu peux aller dépenser un choix pour un joueur qui est vraiment phénoménal présentement, mais que tu as peut-être un peu des doutes sur sa transition vers la NHL, mais que tu vois que le potentiel offensif est là. Tu peux dépenser un choix pour lui en offensive. Mais Casper, par contre, je trouve que c'est une valeur sûre quand même. Parce que le gars, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer au centre. Puis peu importe la position où il va jouer, il joue très bien. Donc effectivement, monter pour un joueur comme lui, j'ai aucun trouble avec ça. Est-ce qu'un joueur comme Jiri Kulich pourrait tomber dans l'œil du CH moyennant de monter au repêchage? Moi, c'est un joueur que je n'ai pas nécessairement nommé dans mon texte, mais j'en ai glissé un mot. C'est difficile de cibler quel joueur va descendre au repêchage. La variable de qui va repêcher qui, on ne le sait pas. On peut pas. Oui, des fois, on peut anticiper des baisses au repêchage. Mais comme un gars comme Kulik pourrait très bien sortir 15e, puis je ne tomberais pas de ma chaise. Puis il pourrait sortir 30e, puis je ne tomberais pas de ma chaise non plus. Donc, quand j'ai écrit mon texte sur les cibles du CH, j'avais un petit peu de misère à aller placer Kulich à quelque part. Mais je pense que si le CH veut s'avancer pour aller choisir un joueur, ça pourrait être un candidat potentiel. Puis peut-être que tu n'auras même pas besoin d'avancer non plus pour aller chercher. Si on en regarde, mettons, qui les Canadiens sont allés chercher vers la date limite des transactions, Emil Heinemann, Thijs Milanic, c'est des joueurs qui ont quand même un bon gabarit, un bon shot, responsable. Puis Jiri Kulich, pas mal ça qui amène. Oui, il y a du travail à faire dans sa zone, mais dans l'ensemble, c'est un gars qui fit bien avec ce que le Canadien est allé chercher. Donc, est-ce que c'est ça qu'ils vont viser au repêchage avec un choix aussi tardif? D'après moi, c'est très possible. Il n'y a pas eu une grosse saison offensive dans son pays, mais ça demeurait vraiment intéressant pareil. Ce qu'il faisait sur la glace, des fois des petits flashs offensifs, un bon tir, des bonnes mains, c'est vraiment ça qu'il est capable de faire. En zone restreinte, il est super bon, même si dans sa ligue, les zones restreintes, c'est pas mal moins restreint que dans la nationale de hockey, qui a plus de place, pas mal. Là. Mais on l'a vu sur la scène internationale. En fond, il avait vraiment été bon. Puis sur le power play, il était excellent là, pour se créer de l'espace puis pour attendre les passes. son tir sur réception est une arme pour ce joueur-là. Donc, avec un choix comme le 26e, si tu es capable d'aller chercher quelqu'un comme ça, qui a une arme, puis après ça, que tu fais juste développer le reste, ça demeure vraiment intéressant. Exact. Donc, je suis d'accord avec Kulich. Si on conclut, mettons, le point de l'hypothèse que le CH monte au repêchage, moi, j'ai sorti le nom de Kulik. On a parlé de Casper aussi. Mettons, on se donne un dernier nom. Parce que je veux juste. Je veux pas non plus qu'on sorte 40 noms puis que là, dans 5 ans, on fasse lui, on l'a dit. Lui, on l'a dit. Ouais, c'est ça. Je tiens à rassurer le monde qui écoute, c'est pas ça qu'on prévoit faire dans le podcast. C'est pas du name dropping qu'on va faire. Mais on va s'en permettre un dernier, mettons, une dernière cible, chaque que tu dis
Colin, lui, là, je sais qu'il ne descendra pas. Je veux échanger mon choix ou mes choix pour monter au repêchage et aller chercher. Ce serait qui ta dernière cible? Ma dernière cible pour monter. Écoute, Huglen. Je pense que je te dirais Huglen, le Suédois, qui peut tout faire, qui est un peu quand même assez physique, là, malgré qu'il c'est pas le gars le plus physique du repêchage, mais il est capable de jouer dans les coins, fait tout un peu sa glace, un gars intelligent. Je pense que ce serait Huglen. C'est poche parce que c'était lui que je voulais dire. Fait que je vais en trouver un autre. Il y en a d'autres, là, c'est sûr. J'aurais été vers le programme américain, là, mais c'est sûr que si je me fie à ma liste, il y a des joueurs qui vont sortir pas mal plus haut que ce que j'ai moi. Je pense qu'un gars comme Isaac Howard pourrait peut-être descendre un petit peu au repêchage, mais moi, à mon avis, il ne pourrait pas sortir du top 20. Mais si je le vois commencer à glisser en dehors du top 15, entre 15 et 20, je vais assurément essayer d'échanger pour aller chercher ce gars-là, Isaac Howard. Puis, tu sais, là, je parle entre 15 et 20, mais moi, il y a le choix de Columbus, là, que je pense que c'est au 12e, que je pense que ça pourrait être intéressant d'aller chercher ce choix-là parce qu'au 12e rang, il y aurait, à mon avis, plusieurs autres joueurs qu'on pourrait aller chercher là-dedans. Là. Je pense à un gars comme Korchinski ou Mintyukov ou peu importe. Là. Ouais, Je veux Zukov, c'est pas, vraiment intéressant, même s'il est gaucher. Là. ouais, c'est ça. Parce Vraiment. que je te dirais que si mettons, le CH monte pour aller. Parce que si on regarde historiquement, monter au repêchage la journée même, c'est rarement une question de 10 rangs, là, à peu près. Là. Habituellement, c'est quand même assez proche. C'est pour ça que je pense qu'un choix entre 15 et 20, là, ça commence à être très audacieux. Il va falloir que le prix soit bon. Là, mais je pense que rendu à 20, 21, 22, je pense que ça serait logique là, de monter de quelques rangs. Je pense pas que Mintyukov se rentre là. C'est pour ça qu'il n'était pas dans mes choix. Je ne penserais pas non plus, mais peut-être qu'un gars comme Dvorak pourrait être ajouté là, pour monter Oui, encore plus haut. D'après moi, c'est un gars qui est sur le marché qui pourrait valoir cher. Et si le Canadien vise vraiment le fond, je pense que c'est Montréal Ockenau qui en parlait de m'amener, qu'il pourrait être échangé. Peut-être qu'il n'est pas magasiné, mais il y a le monde l'appelle pour lui. Puis je pense que ça pourrait être quand même une bonne façon de vider un peu de masse puis d'aller chercher un bon choix au repêchage à Montréal. We have a trade to announce. C'est quand même le fun. je sens que si ça arrive la journée du repêchage, on va avoir les poils d'avant-bras qui vont se dresser un petit peu. C'est clair, surtout si on est sur place. Oui, exactement. Pour les choix safe, on a parlé beaucoup d'aller monter le choix au repêchage pour aller chercher un joueur X, Y, Z. On revient vers les choix un petit peu plus safe. Moi, j'ai deux noms en tête. Nathan Gaucher, évidemment. J'en parle souvent dans le podcast. Fait que, je vais faire quand même assez bref. Je pense que les gens qui nous écoutent savent un peu ce que je pense de ce joueur-là. Et j'ai Liane Bixel comme choix qui, à mon avis, serait un choix safe pour le CH. Quand je parle de choix safe, c'est vraiment un choix là, que, à mes yeux, c'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. C'est difficile de se tromper avec ce choix-là. Pourquoi c'est difficile de se tromper dans le cas de Nathan Gaucher? C'est parce que dans le pire des cas, il va être un centre de troisième trio, quatrième trio. Là, est-ce que c'est dommageable d'avoir un choix de fin première ronde qui devient seulement un quatrième trio? Ben, si ça devient un joueur de troisième, quatrième trio qui joue à peu près 600, 700 parties dans la Ligue nationale, moi, j'ai aucun problème. C'est juste que Gaucher a le potentiel d'être un petit peu plus que ça aussi. Fait que c'est de prendre la chance le jour du repêchage pour aller chercher ce gars-là. Et Liane Bixel, c'est un monstre, c'est un train. Ce gars-là a tous les outils pour jouer dans la Ligue nationale, puis il a tous les outils pour atteindre son plancher de potentiel quand même assez rapidement dans la Ligue nationale aussi. C'est un gros bonhomme qui est très mobile aussi. Puis, tu sais, je dis très mobile, c'est pas un Korchinski, c'est pas un Mintyukov. On s'entend, là, il danse pas sa patinoire, mais il va vraiment cibler le nombre de coups de patin que ça va y prendre pour aller chercher le porteur de la rondelle, il calcule bien ses mises en échec, bien timé.
c'est un gars de mid-pairing, bottom pairing, dans le pire des cas. Ça ne sera pas un top pairing, ça c'est sûr. Mais reste que c'est ça un choix safe. C'est un gars que tu sais qui va jouer dans la Ligue nationale puis qui va avoir un impact d'une certaine façon dans ton alignement à un moment donné. T'sais. Ouais, puis il peut jouer à gauche comme à droite. C'est ça qui est En le fun plus. avec lui, même s'il est gaucher. Là, il a un style pour la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est sûr et certain que c'est intéressant. Moi, pour cette catégorie-là, j'avais Yuri Kulik que j'avais mis que tu pourrais monter, mais moi, je l'ai vraiment mis comme 26e choix. Je pense que ça pourrait avoir de l'allure. Puis comme autre choix, j'ai Owen Beck. Même si le centre, peut-être que là, avec Wright et Suzuki, ça devient un peu moins intéressant. Surtout que Beck est comme un lesser Suzuki. Là, dans le fond, c'est un gars qui n'a pas le même style, mais c'est un gars intelligent. C'est un gars intelligent qui va bien jouer sans la rondelle, mais avec la rondelle aussi, mais peut-être moins de potentiel offensif. Là. C'est pas ça sa job dans la OHL. Là. Mais c'est vraiment lui que j'avais identifié. Et Kulik. Sinon, tu sais, en tout cas, Lambert, je pense pas. Sérieux, Lambert ne peut pas dropper jusque-là. Je peux pas Moi, croire que Lambert, je c'est un l'ai coup de pour les circuit, fins de là. l'exercice, je l'ai dans mes fallers. Que si c'est Ouais, un gars qui descend jusqu'au 26, il faut absolument que le CH le prenne. ouais c'est ça, tu sais, Miroshnichenko, Yurov et Lambert, s'ils drop jusque-là, tu peux pas passer à côté de ça. Oui, tu sais, avec les Russes et tout, là, ça demeure un problème, là. Mais comment tu peux justifier de passer à côté de ces gars-là dans 5 ans s'ils deviennent des vedettes, là? Tu sais, à cause du... On a chicané, tu sais. Come on! Avec Mayu l'année passée, je peux comprendre qu'ils veulent complètement s'enlever toute controverse. Mais maudit que j'irais. je tomberais dans le panneau direct avec ces trois-là. Je pense qu'il y a une grosse job d'entrevue à faire, puis je suis Ouais. quand même assez confiant que le CH le fait. Mais tu sais, il y avait des rumeurs comme de quoi que le CH ne voulait pas repêcher des joueurs russes. C'est sûr que le Démenti CH, ça a été démenti. C'est ça. 3 heures plus tard, je pense, par Kent Hughes. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est normal. Tu veux pas. Si, mettons, tu prends le choix de ne pas choisir de joueurs russes, ben, tu le feras pas le jour du repêchage, puis le monde s'en rendra pas compte. Si tu prends un autre joueur que Miroshnichenko qui descend, ben, le monde, ils diront pas automatiquement ils ont pris ce joueur-là parce qu'ils ne voulaient pas Miroshnichenko. Personne va être au courant de ça. T'sais. Tandis que si tu sors quelques jours avant le repêchage puis tu dis non, on ne veut pas repêcher de joueurs russes, ça serait quand même un petit peu bizarre. Puis un drôle de message aussi quand tu as Romanov dans ton équipe. T'sais. Fait que faire attention quand même avec la rumeur qui circule. Ça reste une rumeur quand même. Il y avait les Flyers aussi qui étaient impliqués dans cette rumeur-là. Mais moi, je pense que on parlait de Yurov, on parlait de Miroshnichenko. Si Yurov descend jusque-là, là, je veux dire, c'est un no-doubter. Il faut que tu prennes ce joueur-là. Mais ça me surprendrait qu'il descende. Là, honnêtement, je peux pas croire. Là. Mais Surtout qu'il y a des équipes qui adorent les Russes. Tu sais, les Capitals. Ouais. Miroshnichenko, lui, Miro, Yurov qui tombe jusque-là. Il y a une équipe comme Nashville qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus des fois. Là, tu peux pas passer à côté de ça. Là. Surtout Yurov. Miroshnichenko, je comprendrais la descente considérant le contexte. Considérant l'état de santé, il n'y a pas eu une grosse saison. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut justifier par le fait que quand tu as un cancer, je veux dire, c'est probablement pas du jour au lendemain que tu tombes la batterie à plat et que tu n'as pas trop d'énergie. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas m'avancer là-dedans. Mais il y a quand même certaines choses dans le jeu de Miroshnichenko au niveau de son implication, au niveau de son énergie sur la patinoire qu'on voyait qu'il y avait vraiment moins, qui peuvent peut-être être justifiées par son état de santé. Mais tu sais, Yurov, moi, j'expliquerais pas une chute parce qu'il joue moins en KHL. Regardez-le dans la MHL, là, le gars, il est trop fort pour la ligue. Là,
Ouais, puis tu sais, OP, il y a le 33e choix pour Miro. Tu ne prends pas au 26, tu croises les doigts, puis tu le prends au 33. Puis, tu sais, au moins, tu ne diras pas que j'ai gaspillé un choix de première ronde. Genre, j'ai pris mon choix de deuxième ronde pour ça. Mais tu sais, en tout cas, moi, Mi- je le voyais dans mon top 5 en début de saison. Fait que moi, j'adore ce joueur-là. Miro Shnichenko a encore plus de valeur si tu le choisis au 33 qu'au Ben 26. oui, On en exact, là. parlait beaucoup, là, mais. T'en lèches les doigts, là. Oh, oui. Puis, tu sais, on revient sur Brad Lambert, mais tu sais, moi, je suis conscient, tu sais, il a mis beaucoup de doutes dans l'esprit de tout le monde parce que l'offensive n'est pas là. J'ai regardé des matchs contre Pélican là, pour finaliser ma quote pour le guide. Puis l'offensive n'est pas là. Mais ça reste que le potentiel, puis le joueur en soi, c'est un très bon joueur de hockey. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de contextualisation à faire Mm. avec ce joueur-là. Puis c'est pas Puis, tu des sais, excuses, c'est une situation. son contexte, c'est que c'était pas son rôle de faire l'offensive. Puis c'est cave parce que dans les deux équipes, c'était lui le meilleur joueur. Mais c'était pas son rôle de créer l'offensive. C'était vraiment de la défensive, essayer d'amener de l'attaque, d'amener la transition et tout, mais il n'était pas utilisé par ses coéquipiers. Fait que, on a parlé assez souvent, puis on veut pas le déresponsabiliser, c'est pas ça le but. Comme tu dis, il y a un contexte. Puis ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine. Fait que viens-t'en maison, Ouais. Lambert. Viens-t'en dans la ligne américaine ou dans CHL. Mais je pense que c'est vraiment plus la ligne américaine qui est intéressante pour lui parce qu'il y a déjà le jeu physique, il y a déjà la mentalité, la façon de jouer. Là. Fait que pour le hockey professionnel, je pense qu'il pourrait quand même se démarquer. Pas une grosse saison offensive. Je ne m'attends pas à une grosse saison offensive. L'année passée, cette année, il n'a rien fait parce que justement, son rôle était défensif. Fait que, si on s'attend à 50 points dans la ligne américaine l'année prochaine, on se donne. Ça n'a aucun rapport. Là. Mais je pense que dans le bon système, dans le bon contexte, dans la ligne américaine, un gars de milieu de formation avec des vétérans puis quelqu'un de talentueux, je pense que ça pourrait être très intéressant pour son développement dans la ligne américaine. Puis s'il y a vraiment une bonne courbe de progression, peut-être en fin de saison, pour avoir quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, Lambert. S'il fall, s'il tombe, go for it. Prends-les tout de suite là, au 26, au 33, monte-toi au 22, peu importe. Là. À mes yeux, ce serait quand même assez tough de ne pas monter pour le prendre. Mais je pense que je prendrais quand même la chance qu'il drop jusqu'à 26. Ah, moi, tu vois, je traderais pas pour Lambert, même si je crois encore en son potentiel. Mais comme tu dis, j'attendrais qu'il me tombe dans les mains. Je n'irais pas le chercher. Il y a des joueurs que j'irais dépenser pour aller les chercher en sachant qu'il y a plusieurs équipes qui sont intéressées à lui. Lambert fait partie des joueurs que, bon, s'il descend dans notre cours, ben, on va le prendre, tant mieux. Euh, Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, on ne sait pas à quoi le board va ressembler. Est-ce que Ben, on Noah spécule. Osloon va être encore disponible? Rendu là, et moi, On n'a pas besoin de Noah. je vais préférer Osloon à Lambert, puis je vais me dire, je vais attendre mon 33e choix. Peut-être que Lambert va être encore là. Ou l'inverse, ça dépend. C'est vraiment difficile à prévoir quand même. Ouais, ben ça, on spécule, c'est tout le temps ça. Ben, c'est ça qui est le fun aussi. C'est voir Exact. ça. Ouais, parce que quand on fait notre liste, c'est pas ça qu'on fait. On spécule pas sur lequel va sortir en premier. On spécule sur le potentiel maximal dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Exact. Là c'est vraiment plus un mock qu'on fait. Là, Exact. prochaine catégorie, qu'est-ce que tu l'as regardé? Ben, Les moi, cartes cachées ou. j'allais te soumettre un autre nom pour les Fallers, un Ouais, nom que j'avais vas-y. abordé dans mon texte. Puis je l'ai expliqué un peu, là, je le voyais comme un Fallers parce qu'à mon avis, c'est le joueur le plus sous-estimé du repêchage, que j'ai quand même assez haut là, dans ma liste finale. Là. Il est pas mal canné où ce qui est. Jimmy Snuggerud. Jimmy Ouais, Snuggerud. Snuggerud, s'il descend jusqu'au 26e choix, il faut absolument que le CH Ben oui. choisisse ce gars-là. Là. Absolument. Là. Moi, je monterais pour lui, fait que c'est sûr que s'il drop jusque-là, je serais vraiment content. Ben, Je pense que Meg Rorty a plus de chances de dropper que Snuggerud, parce que Meg Rorty patine comme un piano.
Ouais, j'avoue. Mais tu vois, moi, Snuggerud, ben, j'ai les deux proches là, de la liste, là, mais tu sais, tu me donnes le choix. Mettons, tu me donnes le choix entre qui je vais échanger pour aller chercher. Je pense que je pencherais pour Snuggerud aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Mais moi, pour un faller, je pense que McGroarty a plus de chances de faller. Mais tu sais, si Snuggerud baisse jusqu'au 26, je le prends tout de suite. C'est sûr et certain. Le monde qui l'écoute en audio m'ont pas vu à la face. Là. Mais bref, je le prends tout de suite. Oh, oui, c'est clair. Sinon, prochaine catégorie, moi, c'était les coups de circuit. On peut revenir avec nos petites cartes cachées après là, pour la deuxième ronde, mettons, dans ce coin-là. Fin deuxième, peut-être troisième. On verra où ce que ça nous mène. Tu sais, moi, les coups de circuit, comment je vois ça, puis tu me diras si tu vois ça de la même façon, Pascal, mais un coup de circuit, moi, c'est des joueurs qui ont un potentiel très élevé, mais avec un risque de devenir des échecs. Ben, comme Fait Mayu, là. ouais, un peu comme Mayu. C'est vraiment ça. Puis c'est super subjectif là, pour vrai, là, mais pourquoi je nomme ça un coup de circuit? C'est parce que vu mon background de baseball, ben, ça peut devenir une fausse balle aussi. Là. Fait que... fait que... fait que dans ces catégories-là, moi j'ai 3 noms. Puis j'en ai un que c'est vraiment un coup de circuit. Là. S'ils vont chercher ce gars-là, 26e ou 33e, là, je serais pas pire content. Puis c'est Lane Hudson. Puis Ouais. je suis très prêt d'entendre son nom au Centre Bell, surtout en première ronde. Ah, Mais je suis ben, quand même ça serait. réaliste. Je me dis, avec le gabarit, puis tout ça, il y a tellement d'équipes qui reculent par rapport à ça, qui vont se dire, ah, il va être disponible en deuxième ou en troisième. Il suffit d'une équipe qui décide de vouloir prendre son talent élite, là, mais ça, on verra. Non, non, c'est sûr, ça serait intéressant. Puis, si on est sur place, si on est sur place, on se regarderait pas dans le tout de Ouah! Ça serait pas content sûrement là, de voir le petit gars de 5 et 8. 5 et 8, un quart, c'est quoi déjà 5 Ouais, et 8, 2 5? 5,8,25. Ouais, 0,25, Il a pas gagné 10 mauvais. livres. Ouais, ça c'est quand même assez intéressant. Puis comme il disait au Combine, c'est que tout le monde dans sa famille sont vraiment des late au niveau du gain de grandeur, je sais pas comment le dire. La poussée de croissance. Moi, je l'ai eu en secondaire 2, en secondaire 1, 2, 3. Voilà. Bon, je mesure 6 pieds 2 depuis que j'étais en secondaire 2. Lui, ben, il mesure, il est vraiment petit, mais il paraît que il a fait des recherches, là. Il est allé voir des spécialistes au niveau de la croissance, puis lui, il aurait vraiment un retard là-dessus. Ça devrait venir dans les prochaines années. J'espère pour lui, si ce gars-là atteint 5 et 10, 5 et 11, on change la game en maudit. Parce que si tu changes ton frame, tu es capable d'aller chercher pas mal plus de muscles. Puis avec le talent qu'il a, la mobilité, la vision, écoute, ça serait-tu intéressant un peu, ça? C'était le meilleur défenseur du programme américain, mais il est shapé comme Bambi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec lui? Mais tu sais, en première ronde, écoute, je ne peux pas dire que C'est je serais pas visé pour la content. Là. clôture. C'est Ah visé ouais, pour la clôture. ah, la clôture. Ah ouais, la clôture de nain, là, ça serait pas mal ça. C'est pas le monstre vert. Là. Ah non, C'est non, pas ça non. du tout. Mais écoute, on l'adore tout. Là, dans ma liste finale, je l'ai encore dans mon top 32. Fait que c'est sûr que je l'ai en haute estime. Tu le regardes jouer, n'importe qui, là, tu le regardes jouer 5 minutes, tu fais ouais, c'est un tout qu'un joueur de hockey. Mais il est tout petit. Il est tout petit. Ouais. Tout petit. Je vais y aller avec mon premier possible coup de circuit, si tu veux. Je vais y aller avec un gars qui a manqué la majorité de la saison, qui est aimé quand même au TSLH Espoir. Est-ce qu'il va sortir haut? Je pense qu'il a le style pour la ligne américaine, la ligne nationale de hockey. Il a le gabarit, il a la vitesse, il a le shot. Il a quand même une bonne vision aussi. C'est Julian Lutz, l'Allemand. Ce gars-là, je le vois dans la ligne nationale de hockey, mais avec la saison qu'il a connue, avec la blessure, c'est sûr que les doutes sont là. C'est son année de repêchage est quasiment à mettre à la poubelle. Heureusement, il a quand même connu un bon championnat des moins de 18 ans.
Donc, c'est quand même assez intéressant, mais l'équipe était abysmale. C'était dégueulasse. Hein. Si ça avait été l'année passée ou bien l'année d'avant avec tous les Allemands intéressants, ça aurait été vraiment le fun, mais ça n'a pas été ça. Donc, on fait ce qu'on a, mais je pense que Lotz, comme coup de circuit potentiel, est un bon candidat. Surtout pour le Canadien de Montréal qui manque un peu de grit. Ça rentre dans leur style. Le style de joueur qu'ils vont chercher depuis l'arrivée de Kent Hughes aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, avec Emil Heinemann, là, puis ce gars-là, je pense que ça fait, tu sais, Lotz, je pense pas que ça va être un joueur de premier trio potentiel au niveau de la production. Est-ce qu'il pourrait jouer sur un premier trio? Oui, parce qu'il y a un style, il y a des impondérables à son style. Là. Mais c'est pas un gars qui va faire 80 points là, ou 70 et 65 et plus. C'est plus un gars de 25-25, mettons, ou bien 25-20 en termes de passes de but et passes. Là. Mais tu sais, l'aspect physique et tout qu'il peut amener, ben, tu peux le mettre plus haut dans ta formation à cause de ça. Mais bref, je l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, je pense, au TSLH Espoir. Moi, je te dirais que Lotz, ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé ses matchs au U18. Puis après ça, il a fallu que je termine ma ronde des des espoirs pour la liste finale. Et Lotz, finalement, je ne le classerai pas cette année parce que je me suis pris tard un peu. J'aime beaucoup le gabarit, le frame, les aptitudes aussi, mais pour le classer, je trouvais ça insuffisant de classer un gars en fonction du U18 seulement. Donc, moi, je ne le classerai pas, Lotz, mais je vais m'accoter à vos évaluations parce qu'on a vu pas mal la même affaire pendant le championnat U18. C'est juste que j'ai vu quelques matchs en Allemagne. Je trouve que mon échantillon n'est pas assez. Puis à un moment donné, le temps manque, donc j'ai dû passer à d'autres espoirs. Fait que moi, il ne sera pas classé là. Mais effectivement, ça pourrait être un coup de circuit au sens où ce joueur-là n'a peut-être pas eu l'exposure cette année. Donc, plusieurs équipes risquent de peut-être passer sur lui ou peut-être le regarder plus vers la deuxième ronde. Mais si le CH voit le profil puis ils font OK, nous, ça nous intéresse, go, on swing pour lui, puis ça fonctionne. Puis tu sais, c'est Wright ou Slavkovski ou Cooley comme premier choix, mais tu peux te permettre d'aller chercher un joueur peut-être un peu plus risqué, mais qui a un profil complètement différent de ce que tu possèdes dans ta banque d'espoir. Non, c'est ça. Moi, comme coup de circuit, j'avais aussi, outre Hudson, parce que je l'ai placé là, je pense que n'importe quelle équipe qui va chercher Hudson en première ronde, c'est un coup de circuit. Là. Il vise d'un coup de circuit, en tout cas. J'ai mis Alexander Perevalov. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé au début de l'année. Dans la MHL, il était offensif à souhait. Dans KHL, il a vraiment bien joué. Je trouvais qu'il jouait mieux qu'Yourov dans la KHL pour le temps de jeu. Puis l'implication de Perevalov lui permettait d'avoir du temps de jeu. Ce que malheureusement, Yourov, dans le contexte, n'a pas nécessairement eu cette année dans le KHL. Ouais. On manque de données un peu. Ouais, mais Perevalov, une fois revenu dans la MHL, oh là là, ça a comme dégringolé pendant toute la saison, mon read sur lui, jusqu'à atteindre les séries que là, mes derniers visionnements de Perevalov, c'était lourd. Là. J'ai pas été pas été très, très séduit par ces séries. Beaucoup de lâcheté, disparition totale de son apport offensif. Mais je sais qu'il y en a de l'apport offensif parce qu'il l'a prouvé pendant la saison. C'est pour ça que je pense que ça pourrait quand même être un coup de circuit parce qu'il y a le potentiel de buster quand même assez haut. Mais si ce gars-là est pris en charge rapidement par un développement, qu'on l'amène en Amérique du Nord, qu'on l'encadre, il y a quand même les outils pour devenir un joueur intéressant pour le CH. Ouais, puis encore une fois, il y a des équipes qui font mieux que ce genre de joueur-là. Je ne vois pas Boston prendre Perevalov, mettons. Là. Capitals, Lightning, je les vois parfaitement le prendre sans problème. Red Wings aussi. Mais un peu dans le même genre, le Greb Trikozov aussi là, pourrait être un choix intéressant, mais je le vois tellement plus loin que je ne le mets pas dans les coups de circuit. Là. Mais ça, Perevalov, on voit la même chose. Peut-être qu'il a été blessé parce que son jeu a juste baissé toute la saison. Fait que, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Là. Peut-être qu'il se voyait plus haut et ça le fait chier de ne pas jouer plus haut. Ça se peut très bien, ça. Là. C'est des kids. Là. C'est des kids, puis ils se voient haut.
Miroshnichenko, il se voyait peut-être dans le KHL là, quand il a été envoyé dans le VHL, puis ça a peut-être affecté son mental. Bref, mais c'est pas mal ça. Ce qu'on... Sur Pevela, moi, il a droppé de 15 rangs dans mon ranking final. Il n'est plus en première ronde, il n'est plus dans mon top 32. Je suis tanné de ce genre de joueur-là que tu vois le potentiel. C'est comme, il a vraiment le goût de mettre en première ronde, mais il t'en donne pas assez, jamais. Fait que, dans le ranking, on voit pas mal toutes les mêmes choses. Là. Tout le monde, les observateurs, on voit pas mal toutes la même chose. C'est juste la différence que tu donnes à OK, mais moi, je pense que ce défaut-là peut se travailler, va s'améliorer. C'est plus le degré d'amplitude entre le niveau d'amélioration et la différence entre qualité-défaut, que ça dépend de chacun. Et Pervalov, ben moi, personnellement, j'ai bien de la misère, même si mon ranking final est 42e, spoiler alert. C'est pas mauvais, là, 42e. Mais si le Canadien allait chercher au 26e rang, je montrerais un sourcil comme ça, puis je ferais comme OK, on va lui donner une chance, mais j'espère qu'il s'en vient bientôt. Parce que je ne veux pas le laisser là-bas. Mais un coup de circuit potentiel qui ressemble chez Kozov, mais je vais en donner d'autres. Je vais donner un Québécois. Je ne m'en reparlerai pas de Lamoureux, Warren ou Dumais. On va parler de Goyette. David Goyette qui joue en Ontario. Blazing Speed, enfin un gars qui va jouer à haute vitesse, qui va analyser le jeu à haute vitesse, mais qui veut tout faire tout seul. C'est sa première année dans la AOHL, puis il a vraiment produit beaucoup. C'est-tu 73 points, c'est Del Bell Blues, en tout cas. Il y a plus qu'un point par match. Bon shot, proche du net, des bonnes mains. Il y a tout pour être le show de la soirée. Mais il faut qu'il arrête de toujours vouloir être le show de la soirée. Il faut qu'il joue en équipe. C'est le seul problème que j'y vois. C'est un gain de maturité, il va falloir qu'il prenne. Mais il voulait passer par les collèges américains. On a lu... c'est où qu'on a lu ça? C'est-tu le François? C'est Catherine Harvey-Pinard qui a fait un Ah, c'est texte Catherine, oui, c'est 4. sur lui. C'est Ouais. KHP. Sérieux, c'est une étoile montante là, moi, j'ai tous ces textes cette pas, année. Là. Très bon. c'est pas la sœur à Harvey Pinard, c'est Harvey Pinard qui est sa sœur, qui est son frère. Sérieusement, j'adore la lire. C'est une fille de chez nous, donc c'est sûr que j'ai un petit crush. Là. Mais Goyette, sérieux, il voulait passer par les collèges américains, mais en fin de compte, ils ont dit je pense que t'es mieux d'aller dans la OHL, puis il s'en virait de bord, il est allé dans la OHL, puis ça a super bien été. Il y a eu la COVID, là, cette année, mais ça a super bien été dans la OHL. Puis je pense qu'au 26e rang, ce gars-là pourrait être un coup de circuit potentiel, même si le potentiel de Bust est là. Je pense que c'est toi qui m'en parlais justement. Là, dans le junior, il est super bon, mais est-ce qu'il va l'être dans le hockey professionnel? On ne sait pas. C'est un coup de circuit potentiel. Ça rentre dans la définition pour mon Bust. Oui, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Moi, Goyette, c'est le débat que j'ai, puis il est sur ma liste à regarder éventuellement. C'est le débat que j'ai avec moi-même. C'est de savoir est-ce que c'est qu'un bon joueur junior ou s'il va être capable de faire la transition vers le jeu professionnel. Puis, tu sais, on se parlait en privé de la catégorie des joueurs très bons juniors. Tu sais, moi, j'ai comme vraiment là, dans mon ranking, là, j'ai un tiers réservé quasiment à ces joueurs-là, les attaquants dynamiques, offensifs, que je ne sais pas si ça va se transitionner vers la Ligue nationale. Puis, comme genre Del Bell Belouse puis Oslund, mettons. Là. Ce genre de joueur-là. Non, pas vraiment. Mais Del Bell Belouse, le problème, c'est que c'est son implication. Là. Moi, en tout cas, avec les matchs que j'ai regardés aujourd'hui, il va descendre. Je pense pas qu'il soit dans mon top 32. Il va ressortir aussi rapidement qu'il est rentré. Ouais, moi c'est pas mal ça. Ouais. Mais non, c'est en tête de liste. En fait, mon dernier coup de circuit va faire partie des joueurs que je vais nommer. Mais en tête de liste de cette catégorie-là, là, j'ai Philippe Mécheur. Mais Mécheur, comme attaquant dynamique, offensif, je trouve que c'est lui qui a peut-être plus de possibilités d'avoir une chaise dans la Ligue nationale parce qu'il est quand même responsable dans sa zone, puis il est bon en échec avant, puis il est très bon pour
appliquer de l'échec avant, puis se replier pour préparer la contre-attaque adverse. Fait que ça, je trouvais que dans la ligue où il jouait, il l'avait déjà quand même acquis. Fait que oui, c'est un attaquant dynamique offensif, mais il est une coche au-dessus des noms que je vais sortir par après. C'est vrai qu'il est en appui souvent, qui se place bien, mais l'implication physique n'est pas là encore. Ouais, c'est ça. Avec la maturité, ça va. Avec ta maturité, ça va venir, mais exact. Le fait qu'il se garde tout le temps en mouvement est intéressant. C'est ça. Mais dans cette catégorie-là, j'ai Jagger Furcus, Jack Hughes, Gleb Trikozov, David Goyette. C'est pas mal des gars ils ont des potentiels offensifs intéressants, mais je me questionne sur leur potentiel pour venir faire une belle transition vers la Ligue nationale. Jack Hughes, moi, dans mon profil que j'ai sorti, je parle de lui comme un joueur junior qui joue dans NCAA. Puis ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment ça. Je pourrais. Ma quote dans le guide pourrait être juste ça. Là. Puis je pense que les gens comprendraient. Trikozov, même chose. Il y a vraiment un beau coffre à outils offensif. Mais des fois, au niveau d'implication, ça, je suis comme moins sûr un petit peu. Fait que je suis moins high dessus. Une chance dans VHL, tu vas super bien, par contre. Il y a au moins ça. Là. Au moins ça. Fait que ça a eu des signes encourageants, mais ça n'a pas été assez pour moi pour le monter. Puis Furcus, ben, ça l'est mon coup de circuit pour le CH. C'est un gars qui a un très gros potentiel offensif. Le problème, c'est que c'est très tape à l'œil, Furcus. Beaucoup de feintes, peu d'efficacité dans ses feintes. Tellement roux, man. As-tu vu les photos? C'est tellement roux. Il y a tellement des beaux cheveux, là. Fermeture de parenthèse. Ah ouais. Bon, ben, je vais le monter de 15 rangs d'abord. Oh, c'est ça. Ah ouais, non, il est assez bas, mais quand même, milieu de deuxième ronde. Ben, je sais que Furcus, c'est un joueur qui est apprécié de plusieurs observateurs, puis je comprends pourquoi, parce qu'il y a les outils offensifs. Si tu bases, mettons, ton ranking sur le potentiel offensif maximal, mettons, puis uniquement ça, je comprends que Furcus soit quand même assez haut. Il est dangereux. Il est très dangereux. Puis c'est pas un joueur de périphérie tant que ça. Là. Moi, en tout cas, les matchs que j'ai regardés, je trouvais qu'il allait quand même bien attaquer l'enclave. Il se démarquait pas comme d'autres joueurs le font dans l'enclave, mais il prenait de plus en plus le réflexe d'y aller. Mais le problème, c'est qu'il fuit la pression avec des feintes, puis il s'en va sacré dans des places où le jeu avorte complètement. T'sais. Puis bien souvent, les défenseurs, dans la ligue où ils jouent dans le junior, ils ne mordent pas. Fait que c'est ça qui m'inquiète, c'est que dans la Ligue nationale, si la seule façon que tu trouves de battre des défenseurs, c'est avec des feintes, puis dans le junior, ça marche quand même pas toujours. Dans la Ligue nationale, si c'est ta seule façon, ça ne marchera pas. Il va se faire neutraliser. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je le vois quand même comme un coup de circuit pour le CH au rang 26 parce qu'il y a le potentiel offensif vraiment intéressant. Est-ce qu'il va pouvoir faire une transition vers la Ligue nationale? Ça, j'ai beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. Puis tu as beau avoir les meilleures mains du repêchage, si tu ne vas pas au-delà de ta feinte. La feinte, ça ne sert pas juste à battre le gars devant toi. Ça sert à le traverser pour aller dans un espace libre ou faire autre chose qui va te mener vers une chance ou peu importe. Mais si, OK, je vais le déjouer, puis après ça, tu arrives, puis hop, je suis le long de la bande, puis en fin de compte, il a juste reculé, puis que tu es complètement sans option, ça va avoir servi à rien. Vraiment, vraiment à rien. Puis ça, c'est vrai qu'il y a de la misère avec ça. Il y a dans les meilleures mains. Jack Hughes, c'est la même affaire. Il y a dans les meilleures mains du repêchage. Oui. Mais au-delà. Ça va avec la maturité. C'est de s'en servir sur le sens du monde, pour que ça soit efficace. Un gars comme l'amoureux, là, qui arrive devant un Furcus, puis qu'il voit, OK, il va me feinter, puis tu recules un petit peu, puis il l'amène le long de la bande. Puis s'il veut te feinter, tu joues l'homme, puis il va mourir là, puis c'est tout. C'est vraiment ça. T'sais. C'est là que l'avantage d'avoir un l'amoureux. Est-ce que l'amoureux pourrait être un coup de circuit? Oui, mais je ne l'ai pas mis là. Pour revenir sur Goyette, là, moi, je l'ai au-dessus de tout ce que tu as nommé. Là. Parce que, juste à cause de la maturité, parce que ça prend la maturité en maudit pour partir de sa maison à 14 ans. Ouais. Puis se revirer sur un 10 comme ça. Fait que je pense qu'avec tous les sacrifices que sa famille a fait, je pense qu'il va encore plus donner pour devenir le meilleur joueur possible. C'est pour ça que je l'ai assez haut. Puis j'aurais rien contre le fait que le Canadien le prenne. Bref. Puis c'est une des raisons pourquoi il a été le gars qui a monté le plus dans mon classement par rapport au mid
j'ai plus que. Je suis passé de 4 ou 3 jusqu'à 12, je crois, au niveau de 12, 13, 14, là, visuellement. Puis en plus de l'entrevue qu'il a donnée à KHP. Ça m'a comme donné un petit boost là, pour le monter dans mon classement, mais bref. Un dernier, mettons, là, pour en nommer juste un, ça serait peut-être Danny Zilkin, qui pourrait être un genre de coup de circuit, un centre qui est capable de tout faire sur la glace. Les bonnes mains, bon tir, mais zéro constance. Des fois, c'est frustrant, ce genre de joueur-là. Je l'ai en haut de Pervalov, probablement parce qu'il est en Amérique du Nord. C'est probablement juste à cause de ça, en fait. Parce que les deux, ils ont un potentiel vraiment intéressant en offensive. Zilkin est meilleur probablement dans sa zone, là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est tellement tendance, ce genre de joueur-là. C'est dur à classer. Il y a des équipes qui sont, comme mettons les Sharks, ils adorent ça, les coups de circuit. Ils font juste ça. Je ne m'étonnerais pas pendant tout qu'ils partent en. S'ils ont un choix de deuxième ronde, non, les Sharks n'ont pas le choix de deuxième ronde, ils ont un choix de troisième ronde. Ils s'en iront pas là, mais c'est le genre de joueur que les Sharks pourraient prendre s'il y avait un choix de deuxième ronde ou fin de première ronde. Bref. Mais c'est lui que je donnerais. C'est lui que je donnerais. On va terminer, Pascal, avec des petites cartes cachées pour fin deuxième ronde, limite troisième. Si tu veux, j'en ai quelques-unes en tête. On ne fera pas de name dropping non plus. Mais qui tu vois pour les choix un petit peu plus lointains pour le CH? Réalistiquement, on peut parler de fin deuxième ou même début deuxième. On vient d'en parler. Les joueurs qu'on a nommés, c'est pas mal 26-33. Là, ça peut s'apprêter un et l'autre. Fin deuxième ronde, troisième, début troisième. On voit qui? Moi, dans le fond, Ludwig Persson. Person. C'est un Suédois, bref. Nommez-les comme vous voulez. Ludwig Persson. Person, bref. Un gars. C'est vraiment le style européen responsable avec l'offensive. Il y a eu une belle progression au cours de la saison. Et au début de la saison, je le trouvais vraiment plus complémentaire. Un gars qui s'occupait de sa défensive, rapide, des bonnes mains, intelligent, mais qui prenait pas le contrôle en offensive. Il laissait plus ça à, je me rappelle jamais son nom, là, c'est Dower Nielsen, je pense. Là, Liam Dower Wilson, ouais, quelque chose comme ça. Nielsen. Ouais, il me semble que c'est un gars des Red Wings d'Ottawa. Bref, je me rappelle jamais. Là. Vous me taperez ses doigts, ça ne me dérange pas. Une mémoire de poisson rouge, des fois. Là. Il laissait plus la place à lui au début de la saison. Puis de plus en plus, il a pris de la place en offensive sur l'avantage numérique. Il contrôlait le jeu. Puis en fin de compte, il a vraiment produit beaucoup. Je pense que c'est 51 points dans une quarantaine de matchs, si je me souviens bien. Et j'aime vraiment sa game pro. Je suis sûr que je sais que tu ne l'as pas écouté jouer. Là. Je suis sûr que tu l'aurais aimé, ce joueur-là. Sûr et certain. Tu l'aurais pas mis dans ton top 32, je pense pas. Mais d'après moi, tu l'aurais mis par-dessus tout le monde que tu as nommé tantôt là, comme des possibles coups de circuit. Parce que justement, il y a un style vraiment professionnel. Si Détroit va le chercher, je suis sûr qu'il joue dans le national de hockey. Sinon, un autre Suédois qui a joué dans l'Allsvenskan, Oscar Asplund, que personne ne connaît. Personne ne connaît. Il est vraiment. Dans le national, il a joué un peu, puis il a fait genre 20 points en 12 matchs, puis c'est un défenseur. Il est arrivé dans l'Allsvenskan, 14 points en une quarantaine de matchs, mais la rondelle est tout le temps en sécurité avec lui. Une bonne première passe, il est évasif dans sa zone. Puis c'est pas un évasif qui fait 3-4, 360. Après ça, il fait une passe intelligente là, pour la mettre en sécurité. Non, c'est limite 1, 360, ou bien juste un mouvement intelligent avec la rondelle pour se mettre en espace libre pour pouvoir l'envoyer à son coéquipier ou à un autre. Puis quand son coéquipier a la rondelle puis il est sous pression, il va se placer à la bonne place. C'est les petits détails de ce gars-là qui m'interpellent beaucoup. Puis tu sais, je compare pas, là, c'est vraiment pas ça, parce qu'il n'est pas un gars physique. Mais tu sais, quand Romanov a sorti là, au repêchage en deuxième ronde, on se dit, ben voyons donc. Mais je trouve que c'est ce genre de joueur-là qui pourrait sortir. Le monde se fait, c'est qui ce gars-là? Puis d'autres vont faire, on le connaît! Mais il est vraiment, tu sais, il est bon. C'est vraiment un bon joueur dans l'Allsvenskan. C'est soft comme ligue, là. C'est vraiment soft. Mais le fait qu'il soit vraiment bon pour s'évaser, c'est pas ça que je veux dire, là, sur s'évader, pour s'évader en défensive, me dit que la pression, il prend l'information, il prend la rondelle, puis il prend la décision tout de suite. Fait que selon moi, dans une petite glace, avec la pression, un jeu plus physique,
ça sera pas si difficile que ça comparativement, mettons, à Norlinder, que c'est plus tough, que lui, il utilise vraiment la grandeur de la glace. À Splund, c'est pas vraiment ça. Il va peut-être un peu plus loin là, au niveau défensif là-dessus. Donc, ce serait les deux gars que je te nommerais. Il faudrait que j'en nomme un autre peut-être. Checker ça, là. Je vais te Nelson, laisser c'est pas une checker. carte cachée. Je vais t'en sortir un tout de Ah, suite, moi, Pascal. Fabian Wagner. Ah, Un autre ouais, Suédois. Ouais, ouais. Wagner, un centre qui est bon dans les deux sens, un bon shot en ligne droite, qui est vraiment rapide. Au début de l'année, je le voyais vraiment comme un ailier, puis en fin de compte, en national, il a joué au centre, puis écoute, il était vraiment bon. Donc, il peut tout faire sur la glace. Tu sais, j'en parlais avec Saint-Laurent, là, le TSLH Espoir, dernièrement. Puis c'est un gars qui prend ses décisions rapidement, très efficace. Puis je le vois comme un Ilonen, mais au centre. Peut-être pas le. Ils ont trouvé des bons lancers. C'est sûr qu'on a plus d'infos sur Ilonen. Ça va être un bon marqueur de but. Peut-être un gars de 20 buts dans l'Union de hockey. On ne sait pas encore pour Wagner, mais j'aime le potentiel. Moi, je te dirais que les petites cartes cachées, c'est pas nécessairement des cartes cachées. Là. Je ne sortirais pas un nom des sentiers battus là, particulièrement, mais. Mais tu sais, dans l'optique où, mettons, le CH vise le coup de circuit avec ses choix 26 et 33. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a du monde qui descend, qui pogne un Lambert 26, puis qu'au 33, ils font moi, je vise encore un coup de circuit, clac, je pogne Jordan Dumais, mettons. Parce que Jordan Dumais est rendu au choix 62, au choix des Oilers. 66, ça se peut-tu? Je pense que c'est dans ce coin-là. Je mets sur 62, mais je ne mettrai pas ma maison en garantie pour ça. Là. 66, c'est en troisième ronde, j'ai rien dit. C'est bon. Yes, j'ai encore ma maison. Ouais. Non, mais t'as peu, il y a 2 choix supplémentaires qui s'en vont à cause de choix de première ronde pas signés. En tout cas, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Ben, regardez, pour les biens de l'exercice, là, les gens qui écoutent à la maison, c'est le choix des Oilers d'Edmonton. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'ils choisissent Dumais à ce rang-là, moi, je suis totalement on board avec ça. Là. J'accepte la sélection parfaitement. J'ai aucun problème. Qu'ils prennent au 33e rang, j'ai aucun problème non plus, mais je jugerais quand même que c'est un coup de circuit là, en fonction de mes observations. Ouais. Mais je serais bien content quand même. Bref, dans l'optique où ce qu'on a comme deux choix un petit peu plus edgy, un petit peu plus osés, si on veut, ben, pour le choix des Oilers, moi, un gars quand même assez safe que je verrais, c'est Bryce McConnell-Barker. Un gars qu'on a parlé dans le podcast. C'est un gars que Simon Servant m'a parlé, qu'au début de l'année, je suis allé le voir, puis j'aime bien le package. En milieu de saison, je commençais à être moins. Ben, j'ai jamais été vraiment high dessus, on s'entend. Je commençais à avoir des questionnements sur son potentiel offensif. Là. Il commençait à moins produire. Le gars joue une très belle game pro avec Sault Ste. Marie. Mais je commençais à manquer un peu d'offensive. Je l'ai re-regardé aujourd'hui. Puis j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Là. Dans mes derniers visionnements, il a comme embrassé plus son rôle. Ouais, c'est ça. Ça lui permet de produire plus. Ouais, j'ai bien aimé son implication aujourd'hui. Il a coupé beaucoup de jeux en zone neutre aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis je trouvais qu'il avait un meilleur moteur aussi que mes derniers matchs que j'avais regardés. Fait que tu sais, je l'ai quand même. On s'entend là, je l'ai à date à la fin de mon top 50. Bon, sans trop spoiler, là, je l'ai dans ce coin-là. Mais tu sais, je trouve que si, mettons, tu te risques à avoir des gars plein potentiel, puis tu swing for defense, tu swing pour la clôture dans ton choix 26 et 33, je pense qu'à ton autre choix de deuxième ronde, si tu veux aller chercher un choix safe, Bryce McConnell-Barker, qui peut jouer au centre, qui peut jouer à l'aile sans problème. Tu sais, mettons, tu décides de ne pas aller avec Nathan Gaucher au 26 puis au 33 parce que tu veux un peu plus de potentiel. Ben, McConnell-Barker, c'est une version qui peut être très acceptable au niveau du développement, qui peut ressembler un petit peu. Là, ouais, puis si tu prends un gars comme Owen Beck au 26 puis 33, tu vas peut-être pas chercher, même s'ils n'ont pas le même genre, là, mais c'est le même range de potentiel, troisième trio. C'est ça. Peut-être que tu ne vas pas le chercher, mais peut-être que Barker pourrait jouer aux ailes. Même Ouais. Beck, je pense que Beck est tellement bon dans ça de mise en Ouais, jeu. c'est ça. Il ne jouera pas aux ailes. Là. Il pourrait, c'est un gars vraiment intelligent, mais McConnell Barker a peut-être plus le profil pour jouer aux ailes.
Si vraiment il se transforme en power forward, là, tu sais, en tout cas. Et je suis très d'accord avec ton choix. Moi aussi, il est dans la fin de mon top 50. Je fais un top 64, mais il est dans ce range-là. Là. Je pense qu'on doit l'avoir pas mal au même rang environ. Mais tu sais, c'est pas nécessairement que tu vises pas à clôture en prenant ce gars-là. C'est juste que tu vises le coup sûr de gars que tu sais ce qu'il va te donner. Tu sais comment. Toutes les équipes peuvent former ce gars-là. Toutes. Il n'y en a pas. Même Edmonton peut réussir à former ce gars-là. Fait que c'est pour un recruteur, ça fait comme ben, prenez-les. Ne prenez pas un Russe dans MHL que vous ne connaissez pas ou ben, un Finlandais dans Saria qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, qu'il va passer quand est-ce qu'il va arriver, mais qu'est-ce qu'il va donner quand il va passer chez les professionnels. Prenez ce gars-là, vous connaissez la ligue, vous connaissez le type de joueur qui est, vous connaissez le développement, à quoi faire avec. Pourquoi tu le prends pas? Bref, on a le même discours là-dessus. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je lancerai un autre nom, puis ça va être le dernier que je vais lancer, parce que je ne veux pas non plus, tu sais, je pourrais dire Tapironi, Artyom Douda, puis Flasher, parce que je connais ces noms. Ça sert, tu vas les avoir dans ton ranking. Il va être dans le ranking, vous allez avoir toutes les quotes dans les guides, tous les joueurs qu'on a observés, qu'on va avoir des quotes pour eux, vous allez voir, tu sais, parce que, tu sais, je rappelle à ceux qui écoutent, puis ceux qui attendent notre contenu repêchage, on va faire une vidéo explicative de nos top 32, mais tu sais, moi, de 32 à 50, puis de 50, toutes mes mentions honorables jusqu'à 64, tu sais, je ne ferai pas de texte explicatif nécessairement, puis je ne ferai pas non plus de vidéo explicative pour dire pourquoi j'ai lui en haut de lui. Sauf que dans le guide, vous allez vraiment pouvoir aller voir le joueur en soi, puis vous allez voir tout ce que l'observateur du TSLH Espoir pense de ce joueur-là. Donc, vous allez le voir, en fait, l'évaluation que je fais de ces joueurs-là, puis Pascal, Simon, puis Saint-Lô font aussi. Chaque évaluation d'un intervenant va de 100, 150 mots à 200, 250 mots, des fois 300 pour certains. Fait que vous allez avoir chacun nos points de vue. Je vais essayer de monter le document pour qu'il soit facile de voyager dedans. Donc, la table des matières, que tu cliques sur le joueur, ça y va direct. Puis dans cette page-là, tu cliques sur un lien, puis ça te ramène à la table des matières au début. CTRL F, là, tout le monde est capable d'utiliser ça. Mais si tu es capable de le faire juste avec ta souris, à la place de tout le temps te déplacer. Bref, je vais essayer de faire ça le plus possible. Je ne suis pas un pro, mais une fois que tout le monde va m'avoir envoyé leur code et que je vais monter ça, je vais essayer de faire ça. Je pense que ça va vous donner une bonne bible. Là. Voilà. Une autre façon de voir les choses. Oui, exact. Fait que le joueur, dans le fond, la petite carte cachée, j'ai beaucoup de misère à le projeter où c'est qu'il va sortir, ce gars-là. Parce qu'il pourrait autant sortir, tu sais, rapidement comme ça, là, out of my head, là, vraiment, là, troisième, quatrième ronde, ça pourrait être vraiment un très bon choix. Mais si le CH va le chercher avec son dernier choix de deuxième ronde, je serais quand même vraiment content. Cole Spicer du programme. Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Là. On a le fameux qualificatif du couteau suisse. Spicer, c'est ça. La seule affaire, c'est que je pense qu'il est quand même assez proche. Son plafond est peut-être pas tant élevé que ça, mais son plancher n'est pas tant loin de son plafond non plus. Là. Fait que, ce qu'on voit présentement de Cole Spicer, c'est pas mal ce que je pense qu'on pourrait voir dans les professionnels. Un joueur qui s'adapte excessivement bien, peu importe avec qui il va jouer. Fait que, fin deuxième ou troisième ronde, un Cole Spicer, pour moi, ça serait un choix quand même relativement safe, mais une bonne sélection. Tu sais, sa qualité principale, c'est quoi? C'est son nom. Ça, c'est un bon choix. T'sais. Mais pour le comparer à un joueur, ça serait vraiment Plekanec. C'est le genre de joueur qui est en ce moment. Est-ce qu'il va devenir un Plekanec? Plekanec a été le premier centre des Canadiens de Montréal. Je ne pense pas que Cole Spicer, malgré son nom, va devenir un premier ou deuxième centre d'une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est intéressant pareil à prendre. Mais avec Riley Kidney, avec Kapanen chez Canadiens, on parle de Canadiens, mais on parle principalement du joueur, mettons, qu'on aime bien, Cole Spicer. J'allais dans mes mentions honorables comme joueur, parce que je le projette plus vers 4-5e ronde, peut-être. Mais s'ils sont en deuxième ronde, tant mieux pour lui, sérieusement, parce qu'il va être pris en charge très bien, je suis sûr, dans n'importe quelle équipe. Là. Mais non, je suis d'accord avec toi et ton évaluation. Si tu le regardes jouer, tu sais comme, tu ne vois pas
nécessairement tout le temps, mais tu sais c'est qui. Tu ça. remarques son nom une fois, probablement il est hot son nom encore, mais parce qu'il fait tout le temps les bons jeux. Maintenant, il va te sortir un but spectaculaire, puis il repart, puis il fait ses affaires. C'est le genre d'affaires qu'on aime bien, qu'on regarde du junior. Si, mettons, je veux dire, des choix qui semblent fitter là, dans le nouvel organigramme canadien, Emil Heinemann, puis ces joueurs-là. Si je regarde, mettons, ma liste, là, je pense que Devin Kaplan pourrait être un choix assez intéressant pour le Canadien de Montréal dans le milieu du Milieu du repêchage. repêchage. Ouais, 3, 4, 5e ronde, un gars, un costaud qui n'a pas encore embrassé son rôle, je crois. C'est un bon gabarit, il est excellent pour dégainer dans les zones restreintes, mais il essaye trop la finesse. Une fois qu'il va avoir compris, il faut qu'il arrête, là, parce qu'il y a des bonnes mains, là, mais il n'y a pas le talent pour non, dans le next step. La NCAA va vraiment être importante pour lui. Puis quand il va comprendre que non, tu vas dans le net, là, puis tire. Arrête de déjouer, arrête de vouloir faire des jeux. Tu vas être capable une fois de temps en temps, mais c'est pas ça ton profil si tu veux devenir professionnel. Des fois, il faut. C'est plate. C'est plate, là, mais des fois, il faut que tu dises un espoir que tu es moins talentueux que les autres. Mais si tu veux avoir une chaise, c'est comme ça qu'il faut que tu joues. Mais s'il n'y a pas la drive pour ça, ça ne fonctionnera pas. Là. Mais ce genre de. Tu sais, un gars comme Warren aussi. C'est sûr qu'un gars comme Warren pourrait intéresser les Canadiens dans le 3e round. S'ils veulent ajouter du poids. Il y en a plein des joueurs comme ça. Là. Chesley, non. Pas un joueur que j'aime beaucoup, de Chesley. Mais c'est pas mal ça. Sinon, Newman, peut-être. Yannick Newman, le Finlandais. Mais il a tellement déçu, lui, cette année, que ça n'a pas cessé de descendre. Puis, je regarde ma liste présentement, il n'est pas dans mon top 50. Donc, il va figurer dans mes mentions honorables que je pourrais mettre des numéros. Là. Mes mentions honorables vont être classées comme si c'était de 51 à 64. Là. Le package est vraiment attirant. Mais le jeu sur la glace ne l'est pas. Donc, tu le prends s'il glisse vraiment beaucoup au repêchage. Puis sinon, Ryan Green, l'Américain, qui est un centre de bon gabarit, physique, rapide. Mais c'est juste qu'il faut qu'il embrasse encore une fois ce genre de rôle-là pour avoir une chaise en nationale de hockey. C'est pas un gros draft de défenseurs quand même. C'est pas un énorme draft de défenseurs, mais il y a quand même des défenseurs que tu peux aller chercher pour de style. C'est vraiment il n'y a pas de défenseurs élites, ni de défenseurs. Matlas Avlid, peut-être que s'il drop en 3e ronde, ça pourrait être intéressant. Mais moi, je l'ai haï toute la saison, sauf dans les tournois internationaux. Moi, je n'irais pas le chercher, sauf encore une fois, s'il drop en 3e, 4e ronde, OK. Mais je pense qu'il y a une équipe qui va le prendre avant ça, parce qu'il y a quand même une bonne mobilité, un bon instinct offensif. Mais bon, bref. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin à notre petit podcast Roundup pour des cibles différentes du CH. On parlait beaucoup de choix de 2e ronde, mais comme un gars comme les derniers joueurs qu'on a nommés pourraient très bien être des cibles de 3, 4, 5e ronde. Mais c'est tout le temps difficile de. Je trouve ça difficile de projeter une cible pour le CH en 7e ronde. Plus qu'on avance dans le draft, plus que c'est difficile de savoir qui va rester. Là. Fait que, l'écart est beaucoup trop marqué pour y aller de prédiction pour la 7e ronde. Fait que, puis toi, y a-tu un Québécois que tu aimerais ça que les Canadiens aient cherché? Mettons, là, toutes les rondes qu'on fait. Je sais, tu vas dire notre gaucher, mais mettons, là, vraiment un Québécois que tu aimerais vraiment, pas carte cachée, là, mais que tu serais vraiment content, mettons, là. À ce temps que tu en parles, j'en aurais une carte cachée là, québécoise, puis ça serait Jérémy Langlois, là, qui est un défenseur que j'ai beaucoup aimé avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, puis je vais écrire son profil éventuellement. Il faut juste que je le revoie parce que je l'avais regardé. Ouais, je sais, l'horloge, elle déroule. Là. Le Hell Season, hein? La saison de l'enfer. Il me reste 15 profils à écrire, dont des gars de première ronde, Shane Wright, ces gars-là. Puis 15 textes de stratégie de repêchage, puis après ça, fini. Ouais, mais les profils me prennent même pas 1 heure à écrire. Là. Une fois que j'ai rassemblé mon calepin de notes, les joueurs, ça se fait super bien. Excuse-moi. Brag. Non, mais Jérémy Langlois, c'est juste que je l'ai regardé. J'ai regardé des matchs de lui pour mon top
de la LHGMQ, mais tu sais, je me suis arrêté à un certain échantillon. Tu sais, j'ai pas, pour faire un profil, je vais grossir mon viewing pareil. Là, fait que je vais mettre. Mais oui, c'est un défenseur québécois que j'aimerais beaucoup voir avec le CH, honnêtement. Très offensif. Surprenamment, là, excellente saison avec Cap Breton qui était la pire équipe de la Ligue. Là. Il a trouvé le moyen de se démarquer. Fait que, tu sais, ses drapeaux rouges en défensive m'inquiètent peut-être moins que d'autres joueurs au niveau de leur drapeau rouge parce que j'ai tendance à me dire le pauvre gars en relance, là, il n'y avait pas d'option. Fait que bien souvent, ça finissait en revirement, mais en regardant, tu voyais qu'il n'y en avait pas d'option à passer. Puis c'est pas nécessairement lui qui a le talent de Minchukov ou d'un Korchinski pour s'évader de la pression facilement comme ça. Oui, il est mobile, mais jusqu'à une certaine limite, pareil, c'est un bonhomme, c'est quand même un gros bonhomme aussi, un bon gabarit. Okay. Bref, Jérémy Langlois, petite prise québécoise intéressante. Ça serait Alexis Gendron. Ça serait Alexis Gendron de l'Armada. J'en ai parlé dans le top 10 de la LHGMQ. Il y a le profil que j'aime bien, il y a du caractère, il y a un bon shot. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel inexploité. L'année prochaine, je pense qu'il va exploser. Donc, ouais, ça serait pas mal lui dans les rondes tardives là, que j'aimerais bien que le Canadien aille chercher. Good. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode. On vous remercie d'avoir été à l'écoute à nouveau. Comme je disais en début d'épisode, on a beaucoup de contenu qui s'en vient sur le podcast avec notre War Room qui s'en vient, mock draft. On va avoir nos listes finales qui vont être diffusées en vidéo sur notre chaîne YouTube, Top 32 à moi, Pascal. On les fait séparer cette année. Parce que dans le mid, dans le pré-season, dans le préliminaire, à un moment donné, là, c'est des épisodes de 4 heures qu'on est 3 à sortir au top 32, c'est long. Fait qu'on a décidé ce format-là. Puis c'est un peu Seb Gagné qui nous a mis la puce à l'oreille avec sa façon de faire qu'on a bien apprécié. Fait qu'on va faire ça comme ça cette année. Ouais, puis moi, spoiler alert, je vais faire un top 64 en vidéo. Oh, OK. Bon. Ben, garde-toi. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'aime ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps non plus. J'ai ma blonde qui vire des yeux, là. Mais j'ai pas le temps non plus, mais j'aime ça parler tout seul. Fait que je vais faire un top 64. C'est bon. Ben, écoute, je te lève mon chapeau. Moi, je vais me limiter au top 32. Puis, il y a des bonnes chances que entre 32 et 50, j'y aide une coupe de justification dans mon texte et non en vidéo. Mais pour le reste, ça va aller dans le guide au niveau des évaluations de chacun. C'est correct. Donc, on vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes pour être sûr de rien manquer par rapport au TSLH Podcast et aussi pour notre contenu sur le site web. Donc, on se donne un rendez-vous dans un prochain épisode qui devrait être le War Room. Ça devrait être ça. À moins qu'on en fasse un autre avant. Ça va brasser. Ça va être le fun. Puis ça risque d'être un épisode quand même assez long. Fait que, ça va être les cheveux bruns contre les roux. Ouais, c'est ça. Ah, mais il va y avoir Seb qui va venir. Ouais, ben c'est ça, on est 3 contre 2 finalement. Fait que on va gagner. On va gagner, c'est ça.